Donc, je suis Didier Manet, je suis psychanalyste, psychothérapeute et j'ai la chance d'être président actuel de la Société française de psychanalyse adlérienne. Alors, nous avons intitulé ce webinaire « Pourquoi intégrer la psychanalyse d'Alfred Adler dans sa pratique professionnelle aujourd'hui ?» Dans des pratiques professionnelles les plus diverses, psychothérapie, coaching, éducation, management, accompagnement social ou encore soins, il peut en effet être pertinent d'intégrer le corpus théorique d'Alfred Adler, puisqu'il propose une compréhension à la fois globale, relationnelle et finalisée de l'être humain. Adler, en effet, ne s'intéresse pas seulement aux symptômes, mais à la manière dont une personne cherche à trouver sa place, à compenser ses fragilités et à donner un sens à son existence. Alors, pour vous présenter donc Alfred Adler et tenter de répondre à cette question, comment donc intégrer Alfred Adler dans vos pratiques, c'est tout d'abord présenter une pensée, et une pensée fondatrice. Par quelques mots de présentation d'Alfred Adler lui-même, Alfred Adler était une figure majeure de la psychologie du XXe siècle, souvent moins connue, et c'est le moins que l'on puisse dire, moins connue que Freud ou encore Jung, mais pourtant dont l'influence a été considérable. Adler, en effet, est l'un des fondateurs de la psychologie des profondeurs et son intérêt peut-être, c'est qu'il articule une pensée clinique, une expérience clinique, l'éducation, l'éthique et la vie sociale. Il propose une psychologie orientée non seulement vers les causes explicatives de nos troubles, mais surtout vers les buts poursuivis effectivement par le sujet. Alors, cette théorie, au départ, prendra le nom de psychologie individuelle comparée ou encore comparative. Je pense que la traduction est bien meilleure. Individuelle, non pas effectivement parce que son corpus théorique viendrait isoler l'individu, mais tout simplement parce que sa théorie considère la personne comme une unité globale et orientée. Et comparative, ça c'est souvent moins connu et moins bien compris. On a parfois effectivement accusé Adler de conformiste. Il ne s'agit pas effectivement de comparer l'individu, son style de vie, comme nous le verrons donc à une norme sociale, mais de comparer effectivement l'individu à une forme d'idéal. Adler évoquait effectivement une société suspéciée et éternitatis, tendre vers cet idéal humaniste. Alors, pour comprendre l'originalité de cette pensée, il faut d'abord peut-être situer Adler dans l'histoire de la psychologie des profondeurs et naturellement dans son rapport à Freud. Adler est un des fondateurs de la psychologie des profondeurs, mais paradoxalement sous-estimé. Adler est en effet contemporain de Freud et de Jung et il va participer dès le début effectivement donc au cercle psychanalytique freudien, donc dès 1902, avant progressivement de s'en séparer parce qu'il développera effectivement son propre corpus théorique. L'enfance d'Adler est intéressante, il faut s'y arrêter quelque peu. Une enfance marquée par la maladie, par la rivalité fraternelle et par un rapport un peu complexe à la mère. Cette enfance, dans ces conditions, va nourrir directement ses concepts ultérieurs, notamment le sentiment d'infériorité qui, pour Adler, prend racine dans cette expérience humaine de vulnérabilité. En 1911, Adler rompt avec Freud et fonde la Société pour la psychologie individuelle, donc son propre mouvement. Alors cette rupture d'avec Freud n'est pas seulement personnelle,
Elle correspond à une véritable rupture théorique et épistémologique. La rupture entre Adler et Freud marque en effet un changement profond dans la manière de comprendre le psychisme humain. Freud, de manière très schématique, explique principalement les troubles psychiques par les conflits sexuels inconscients et le passé infantile. Adler conteste cette explication centrée sur la libido. Il remplace le déterminisme causal freudien par une approche finaliste ou téléologique. Nous y reviendrons. Pour Adler, il ne suffit pas de demander d'où vient le symptôme, il faut surtout effectivement se demander à quoi sert-il, vers quel but est-il orienté. Adler identifie alors plusieurs erreurs qu'il qualifie de fondamentales dans la théorie freudienne qu'il se propose de corriger. 3 erreurs essentiellement structurelles de la théorie freudienne pour Adler. La première, la libido comme moteur universel. Freud, en effet, place la libido au centre du développement psychique. Adler considère que le moteur fondamental, ce qui anime l'homme, est plutôt le sentiment d'infériorité et la tentative de compenser ce sentiment d'infériorité. Deuxième erreur, l'étiologie sexuelle des névroses. Adler ne nie pas la présence de contenus sexuels dans les symptômes, mais il les interprète comme un langage symbolique. Il utilise l'expression comme un jargon sexuel. Ce langage masque, pour Adler, une dynamique beaucoup plus profonde, le refus précisément de l'infériorité. Et troisième erreur fondamentale, toujours pour Adler, c'est la régression infantile comme explication. Freud regarde essentiellement vers le passé, Adler regarde vers le but poursuivi par le sujet. Le comportement pour Adler est compris comme orienté vers une finalité. Alors, cette critique conduit Adler à proposer un renversement majeur, comprendre l'être humain à partir de ses buts plutôt qu'à partir de ses seules causes passées. C'est le renversement théologique qu'opère Adler. Chez Adler, cette notion de théologie est centrale. Elle signifie que les conduites humaines sont orientées vers des buts. Un symptôme n'est pas seulement le résultat d'un traumatisme ancien, le symptôme a une fonction dans l'économie psychique actuelle du sujet. Le comportement est dirigé vers un objectif, parfois donc inconscient. Et Adler s'appuie sur une philosophie. Il emprunte effectivement à Hans Wellinger dans sa philosophie du comme si. Et pour Adler, l'être humain vit selon des fictions directrices, des représentations imaginaires qui orientent son existence. Le but fictif peut être irréaliste, mais il produit des effets très réels. Ce renversement permet de comprendre le premier grand concept adlérien, le sentiment d'infériorité. Pour Adler, le sentiment d'infériorité est le concept fondateur, le tout premier. Adler affirme être un homme, c'est se sentir inférieur. Alors, cette affirmation, parfois mal comprise, ne doit pas être précisément comprise de manière pessimiste. Pour Adler, l'infériorité est une expérience universelle, normale, générale. L'enfant humain naît faible, dépendant, vulnérable. Et cette vulnérabilité pousse l'individu à se développer, à s'élever. Le sentiment d'infériorité devient par conséquent le moteur de la croissance, de l'apprentissage et de la créativité.
on voit bien effectivement que le sentiment d'infériorité n'a pas cette connotation pathologique. Donc le sentiment d'infériorité peut avoir plusieurs sources, en tout cas être renforcé par plusieurs sources, selon Adler. 4 sources ici donc identifiées qui viennent donc intensifier le sentiment d'infériorité chez l'enfant. Tout d'abord, l'infériorité organique, les maladies, les handicaps, les fragilités corporelles ou sensorielles. Ces limites, naturellement, peuvent conduire à une compensation très créatrice. On a des exemples célèbres dans l'histoire de Démosthène, qui était bègue et qui finit par devenir un très grand orateur, ou encore Beethoven, qui était sourd et qui composait sans entendre sa musique. Donc l'infériorité organique, naturellement, fera ressentir plus intensément l'infériorité chez l'enfant. Deuxième source, l'enfant dit gâté. L'enfant gâté reçoit beaucoup de son environnement, de ses proches, sans fournir d'efforts. Il développe peu d'autonomie. Il est peu préparé. Adler utilise l'expression insuffisamment aguerri face aux exigences de la vie. Il se sent quelque peu démuni. Troisième source, l'enfant négligé. C'est l'enfant qui, ici, manque d'affection et de sécurité. Il va développer, par conséquent, une méfiance envers le monde et son rapport aux autres pourra devenir hostile. La quatrième source, effectivement, la position dans la fratrie. Adler insiste effectivement sur l'ordre de naissance. L'aîné, le cadet, le benjamin ou encore l'enfant unique vont développer des styles relationnels très différents. Ces sources du sentiment d'infériorité s'inscrivent dans une architecture théorique beaucoup plus large. C'est ici les principaux concepts de la psychologie individuelle. Une vue d'ensemble. La psychologie individuelle repose en effet sur plusieurs concepts centraux. Le tout premier, on vient d'en dire quelques mots, le sentiment d'infériorité, et naturellement le mécanisme de compensation, le but fictif, le style de vie, le sentiment social, on va dire quelques mots de ces principaux concepts. Adler cherche à comprendre la personnalité dans sa cohérence globale. Le sujet n'est pas une somme de pulsions contradictoires, mais encore une fois, une unité orientée vers un but. Et pour Adler, le critère de santé psychique devient la capacité à coopérer, à contribuer à la communauté. Donc avant peut-être d'aller plus loin dans la présentation de ces concepts, il faut bien distinguer le sentiment d'infériorité, encore une fois normal, du complexe d'infériorité qui, lui, est naturellement pathologique. Donc, sentiment d'infériorité contre complexe d'infériorité. Il est en effet essentiel de ne pas confondre le sentiment d'infériorité avec le complexe d'infériorité. Le sentiment d'infériorité, nous le disions, est normal, universel, dynamique. Il pousse l'individu à progresser. Il peut être source de dépassement de soi. Quant au complexe d'infériorité, il apparaît lorsque l'individu ne parvient pas à compenser son sentiment d'infériorité de manière constructive. Le sentiment d'infériorité devient paralysant. Il peut produire timidité, pessimisme, évitement, retrait ou encore symptômes névrotiques. Pour Adler, le complexe d'infériorité est lié à un manque de sentiment social. Cette infériorité ne se manifeste pas toujours comme une faiblesse apparente. Elle peut aussi, et c'est tout l'intérêt effectivement des observations d'Adler, elle peut aussi se masquer derrière des attitudes de supériorité. C'est cette dialectique ici, infériorité, supériorité.
Adler montre en effet que certains comportements de domination ou d'arrogance cachent en réalité un sentiment d'infériorité non résolu. Le complexe de supériorité est une compensation pathologique. Vanité, arrogance, mépris ou mensonge ne sont pas des signes de force authentique, ils servent à masquer une fragilité intérieure. Un individu peut paraître dominateur dans un domaine et profondément insécurisé dans un autre. Adler permet ainsi de comprendre des conduites apparemment contradictoires, peut se montrer supérieur, mais en fin de compte, c'est témoigner d'un complexe d'infériorité non dépassé. Cette dynamique d'infériorité et de compensation s'organise autour d'une structure plus profonde qu'Adler effectivement désigne comme la fiction directrice et le style de vie. Nous entrons ici dans l'architecture centrale de la personnalité selon Adler. Dès l'enfance, l'individu construit inconsciemment un but idéal. Ce but peut être, par exemple, être le plus fort, être parfait, dominer, ne jamais être humilié. Ce but est naturellement fictif, car il est souvent irréaliste. Mais bien qu'il soit fictif, le but oriente réellement les comportements. Et la personnalité se construit autour de cette orientation fondamentale. Il importe par conséquent de préciser ce qu'Adler entend par but fictif final. Le but fictif, c'est la clé de voûte de la théorie adlérienne. C'est l'idée organisatrice de l'existence psychique. L'enfant invente une fiction pour dépasser son sentiment d'infériorité. Il veut être plus grand, il veut être héros. Cette fiction donne une direction à sa vie. Chez l'individu sain, le but reste souple, adaptable et compatible avec la réalité sociale. Chez l'individu névrosé, le but devient rigide, irréaliste et coupé du réel. Le sujet peut alors vivre sous l'emprise d'un plan de vie inconscient. Ce but fictif s'incarne concrètement dans ce qu'Adler appelle effectivement donc le style de vie. Le style de vie, c'est la loi dynamique de l'existence. Ce style de vie, une expression un peu commune, désigne la manière unique dont chaque individu organise son rapport au monde, également donc à soi. Pour Adler, ce style de vie se forme très tôt, entre 3 et 5 ans. Il résulte parmi ces éléments constitutifs de l'hérédité, de l'environnement, mais aussi, effectivement, c'est un concept important chez Adler, de la créativité de l'enfant, ce qu'il appelle le pouvoir créateur. C'est-à-dire l'enfant construit également, il est l'auteur, naturellement, de son style de vie. Et ce style de vie comprend des valeurs, des priorités, des croyances sur soi, des croyances sur les autres, des stratégies relationnelles. Donc le style de vie filtre, et c'est ça qui est intéressant, toutes les expériences du sujet. Une fois effectivement le style de vie établi, donc dès l'âge de 5 ans, l'enfant va ne garder les expériences que celles qui entrent, qui se conforment à l'opinion effectivement qu'il se fait du monde. Adler utilise le terme de perception tendancieuse ou de schéma apperceptif, c'est-à-dire effectivement lorsque l'enfant est confronté donc à des situations, toutes les perceptions qui n'entrent pas effectivement dans son schéma apperceptif seront écartées. En revanche, naturellement, ce schéma sera renforcé au fur et à mesure effectivement qu'il sera confronté, je dirais, à une confirmation,
de son schéma. Ce qui explique pourquoi deux personnes peuvent avoir vécu une même situation, mais agir de façon totalement différente. Lorsque ce style de vie devient rigide, il donne naissance à des formes névrotiques de pensée. Donc c'est le style de vie névrotique et la pensée antithétique, autre concept développé par Adler. Le style de vie névrotique se caractérise par une vision rigide et en opposition au monde. Le sujet névrosé pense souvent en opposition binaire, cette fameuse pensée antithétique. Fort, faible, vainqueur, vaincu, supérieur, inférieur, masculin, féminin. Cette pensée simplifie la réalité pour sécuriser l'estime de soi. Adler parle encore ici d'apperception schématisante. Dans le contexte viennois du début du XXe siècle, il y a une opposition particulière qu'il convient de souligner, c'est l'opposition masculin-féminin. Et c'est une opposition qui devient centrale. Ce qu'Adler appellera la protestation virile, entre guillemets, qui désigne le refus de toute position vécue comme faible ou inférieure. Et on voit bien effectivement que cette définition convient à la fois donc à l'homme comme à la femme. Pour sortir de cette logique de domination, Adler introduit un autre concept essentiel, le sentiment social. Le sentiment social, c'est probablement la contribution la plus originale d'Adler. Adler utilise le terme de Gemeinschaftsgefühl, ce qui signifie, dans une traduction française, sentiment d'appartenance à la communauté humaine. Ce sentiment désigne la capacité à coopérer, à contribuer, à se sentir lié aux autres. Et pour Adler, l'être humain est biologiquement fragile et ne survit que par la coopération. Donc le sentiment social est par conséquent une nécessité vitale. Il constitue, encore une fois pour Adler, le critère principal de santé psychique. Une personne saine ne cherche pas seulement donc à être supérieure, elle cherche à être utile. Et pour Adler, ce sentiment social s'éprouve concrètement dans les trois grandes tâches de l'existence. Adler identifie trois grands problèmes que tout être humain doit affronter. La vie en société, savoir coopérer, développer l'amitié et la réciprocité, le travail, contribuer utilement à la communauté, trouver une place sociale par son activité créatrice, l'amour, construire une relation d'égalité, être capable de dévouement mutuel. Donc ces trois tâches pour Adler, ou la résolution effectivement de ces trois problèmes, exigent du courage et du sentiment social. Adler ajoutera deux autres tâches, pour être tout à fait complet, la relation à soi et le dépassement de soi, c'est-à-dire la relation effectivement à ce qu'il appelle le cosmos, à cette entité effectivement qui nous transcende. Et la névrose apparaît effectivement souvent comme une fuite devant l'une en tout cas, de ces tâches. Donc le développement du sentiment social commence également très tôt, et notamment dans la relation à la mère. C'est le rôle fondateur ici de la mère dans le sentiment social. Pour Adler, en effet, la mère joue un rôle décisif dans l'ouverture de l'enfant au monde social. La mère établit le premier contact affectif, elle donne à l'enfant une confiance de base. Si ce lien échoue, l'enfant peut percevoir le monde comme hostile, mais la mère
ne doit pas garder l'enfant dans une dépendance exclusive. Elle doit élargir progressivement son lien vers le père, la fratrie et la société. L'excès de protection produit l'enfant gâté que nous avons évoqué précédemment. Le manque de lien produit l'enfant négligé. Lorsque le sentiment social ne se développe pas suffisamment, le symptôme peut devenir une stratégie de retrait. C'est la logique du symptôme. C'est la conception adlérienne du symptôme qui est, somme toute, spécifique. Pour Adler, le symptôme a une logique. Il n'est pas seulement une souffrance passive. Il peut servir à éviter, par exemple, une tâche difficile. La névrose est comprise comme une fuite devant un problème social, l'une des 3 tâches évoquées. Le symptôme permet au sujet de maintenir une distance. Adler parle du problème de la distance avec les exigences de la vie. Cette conception conduit à définir la névrose non pas comme une simple maladie, mais comme une stratégie de retrait. Adler propose ici une lecture originale de la névrose. La névrose est un arrangement psychologique. Et la névrose apparaît lorsque le sujet se sent découragé face aux exigences de la vie. Le symptôme sert alors d'alibi ou de protection. Il permet le symptôme d'éviter l'échec direct. Le sujet peut ainsi, à travers ou grâce à son symptôme, préserver son sentiment de prestige personnel. Cette approche d'Adler a une portée thérapeutique importante, car si le symptôme a une fonction, on peut alors la comprendre, cette fonction, et la transformer. Adler décrit plusieurs mécanismes typiques de ce retrait névrotique. Très rapidement, la protestation virile, c'est-à-dire le refus, encore une fois, de toute position perçue comme inférieure, le problème de la distance, créer des obstacles entre soi et la vie réelle, la tendance à la dépréciation, s'élever en abaissant les autres, l'arrangement névrotique, utiliser la maladie comme excuse ou moyen de pouvoir, ou encore le mensonge vital, se raconter une histoire rassurante pour ne pas reconnaître ses erreurs. Ces mécanismes protègent l'estime de soi, mais empêchent le développement réel. Donc ces mécanismes permettent à Adler de relire les grandes formes cliniques de la psychopathologie. Là aussi, très rapidement, pour en dire quelques mots, Adler applique effectivement sa théorie aux principales formes de troubles psychiques. Par exemple, la névrose obsessionnelle, le sujet recherche une maîtrise totale. Dans l'anorexie mentale, le refus alimentaire peut devenir une stratégie de domination. Dans la mélancolie, la faiblesse peut exercer une pression sur l'entourage. Dans la paranoïa, le sujet attribue aux autres la responsabilité de ses échecs. Dans l'agoraphobie, l'angoisse peut contraindre les proches à rester disponibles. Adler ne réduit pas ces troubles à de simples symptômes. Il cherche leur fonction dans le style de vie du sujet. Cette lecture clinique suppose aussi une conception particulière de l'inconscient, donc très différente de celle de Freud. Adler et Freud ne donnent pas en effet le même sens à l'inconscient. Chez Freud, très classiquement, l'inconscient est lié au refoulement, principal mécanisme de défense. Il contient principalement l'inconscient freudien des désirs, des pulsions et des conflits sexuels. Schématiquement, l'inconscient chez Freud est orienté vers le passé. Chez Adler, l'inconscient correspond surtout au style de vie non conscient. Plus précisément, elle utilise une autre expression, au style de vie encore incompris. Cet inconscient adlérien est toujours orienté vers un but.
il protège le projet de vie du sujet. Le but fictif reste souvent inconscient parce que sa mise à jour pourrait en diminuer l'efficacité. Cette différence apparaît également dans leur manière d'interpréter les rêves. Pour Adler, le rêve n'est pas seulement le retour déguisé d'un désir refoulé, le rêve prépare le sujet à une action future. Il est toujours orienté vers l'avenir. Il est cohérent, le rêve, avec le style de vie du rêveur et peut avoir plusieurs fonctions: avertir, encourager, créer une ambiance effectivement émotionnelle. Le rêve soutient par conséquent la ligne directrice du sujet, y compris d'ailleurs dans ses projets névrotiques. Après avoir analysé la logique du symptôme, Adler propose une voie de résolution: transformer le style de vie. La thérapie adlérienne vise précisément à modifier la direction globale de la personnalité. Il ne s'agit pas seulement de supprimer un symptôme, il faut comprendre le but fictif qui organise le symptôme. Et la transformation passe par la compréhension, l'encouragement, le développement du sentiment social, la correction des croyances erronées. L'objectif est de faire passer le sujet de la recherche défensive de supériorité à une participation constructive à la vie. Et cette approche trouve une application particulièrement forte dans l'éducation des enfants. Adler, effectivement, a accordé une importance considérable à l'éducation, car effectivement, il considère que le style de vie se forme dès l'enfance. Il écrira d'ailleurs un ouvrage, L'enfant difficile, qui pour Adler, évidemment, n'est pas simplement un enfant mauvais, c'est souvent un enfant découragé. Et dans cet ouvrage, Adler recommande de ne pas punir, car la punition renforce le sentiment d'infériorité. Il faut au contraire encourager. Comprendre le but du comportement est essentiel. La question « Que feriez-vous si vous étiez guéri ?» permet de révéler ce que le symptôme évite. L'objet éducatif est d'élargir le sentiment social. Adler distingue plusieurs types d'enfants difficiles, souvent en lien avec leur place effectivement dans la famille. L'enfant gâté, qui a été habitué, on l'a vu, à recevoir sans effort, il peut devenir dépendant, exigeant, voire tyrannique, surtout lorsqu'il sort du cadre protecteur de la famille. L'enfant négligé, il risque de développer, nous l'avons dit, une vision hostile du monde. L'aîné détrôné, qui peut vivre la naissance d'un cadet comme une perte de statut, ou encore le benjamin, qui lui grandit dans une compétition permanente avec ses aînés. Alors, ces typologies ne doivent pas être comprises comme des fatalités, mais comme des tendances possibles selon le vécu subjectif de l'enfant. Adler va aussi plus loin dans sa réflexion, un peu plus tard, dans les années 1930-1933, et la psychologie adlérienne ne va pas se limiter en quelque sorte à une théorie clinique ou psychothérapeutique. Elle propose également une réponse à la question du sens de la vie. La névrose est une fuite, avons-nous dit, devant les tâches sociales. La guérison suppose par conséquent un retour vers la coopération et la contribution. Vivre de manière authentique pour Adler, c'est devenir utile aux autres. Il ne s'agit pas, bien sûr, de renoncer à soi, mais de dépasser l'égocentrisme. La santé psychique est liée à l'appartenance et à la participation au monde commun. Cette réflexion d'Adler trouve son expression la plus aboutie pratiquement dans son dernier ouvrage, donc Le sens de la vie. Dans cet ouvrage, on peut y voir
la synthèse philosophique et éthique de sa pensée. C'est un ouvrage publié donc en 1933 qui forme une forme de testament intellectuel d'Adler. Adler y affirme que nous ne réagissons pas directement aux faits, mais à l'opinion que nous nous en faisons. Le style de vie agit comme un schéma d'aperception. Les premiers souvenirs sont importants car ils révèlent la manière dont le sujet interprète le monde. Et Adler y distingue plusieurs idéaux humains, la force, la possession, la contribution créatrice, et le sens de la vie pour Adler réside dans l'intérêt pour la vie des autres. Donc cette conception permet de mieux mesurer la différence profonde entre Adler et Freud. Revenir très rapidement sur cette comparaison pour mieux comprendre la spécificité effectivement de la pensée d'Adler. Freud met l'accent sur le passé, schématiquement, la sexualité et le conflit intrapsychique. Adler met l'accent sur l'avenir, le but, la vie sociale et la coopération. Freud pense le symptôme comme un compromis entre désir et défense. Adler pense le symptôme comme une stratégie orientée vers un but. Freud insiste sur le déterminisme psychique, Adler insiste davantage sur la créativité du sujet et la possibilité du changement. Voilà un petit tableau effectivement résumant les principales différences. Mais l'influence d'Adler dépasse largement son époque et se retrouve dans plusieurs courants contemporains. Là aussi, quelques héritages effectivement de la pensée d'Adler. Adler est souvent moins cité que Freud. Son héritage pourtant est très présent dans la psychologie moderne, dans la psychologie humaniste, qui reprend l'importance de l'appartenance, de la croissance et de l'actualisation de soi, dans les thérapies cognitives, où on retrouve ici l'idée adlérienne de croyance erronée, dans la psychologie positive, qui prolonge l'importance de l'encouragement, du sens et de la résilience, dans la pédagogie moderne, qui hérite de son intérêt pour l'enfant, l'encouragement et la guidance scolaire. La psychiatrie sociale, qui reprend l'idée que la souffrance psychique est liée à l'inadaptation relationnelle et sociale. Donc cette influence s'explique par la cohérence remarquable de l'édifice théorique adlérien. Une cohérence interne, en effet, c'est la force de la théorie d'Adler qui tient à l'articulation logique de ces grands concepts, en tout premier lieu, la base, en quelque sorte, de la pyramide, le sentiment d'infériorité, qui est le point de départ, la tendance à la supériorité, à l'élévation, pour l'entendre comme ça, qui est la dynamique de compensation, et le sentiment social à la tête de la pyramide, qui permet de distinguer la compensation saine de la compensation pathologique. Si la compensation sert la communauté, elle est constructive, elle est utile, nous dit Adler. Si elle vise seulement la domination ou l'évitement, elle devient névrotique ou inutile. Donc l'ensemble, effectivement, forme une théorie unifiée de la personnalité, de la pathologie et de la thérapie. Toutefois, dans cette présentation, naturellement, il nous faut aussi reconnaître rapidement les limites de cette pensée. Comme toute théorie, celle d'Alfred Adler doit être replacée dans son contexte historique et discutée de manière critique, notamment la notion de protestation virile qui reflète les représentations genrées de son époque, ou encore la théorie de la fratrie, qui est somme toute stimulante, mais des recherches empiriques contemporaines sont beaucoup plus nuancées. Le sentiment social est central, mais difficile à mesurer précisément, si ce n'est effectivement que les écoles anglo-saxonnes, notamment donc aux États-Unis, ont mis en place des échelles, voilà, pour mesurer effectivement le degré de sentiment social. Adler insiste beaucoup sur la liberté
créatrice de l'enfant, parfois donc au détriment des déterminants biologiques ou encore neurodéveloppementaux comme nous les connaissons aujourd'hui. Une autre critique souvent également évoquée, si tout peut s'expliquer en quelque sorte par la finalité, le but fictif, qu'en est-il effectivement du traumatisme? Bon, des critiques effectivement souvent adressées à la pensée d'Adler. Mais ces limites n'annulent pas la valeur effectivement de sa pensée, simplement invitent à l'actualiser. Donc malgré ces limites, l'œuvre d'Adler conserve une actualité éthique et clinique considérable. Sous forme de conclusion, précisément donc, sur cette actualité éthique et humaniste de la pensée adlérienne, Adler, indéniablement, propose une vision profondément humaniste de l'être humain. L'être humain n'est pas condamné par son passé, une vision donc optimiste. Le style de vie est une création. Si c'est une création, il peut être transformé. Donc la thérapie repose sur la compréhension, l'encouragement et le développement du sentiment social. Et la santé psychique ne se réduit pas à l'absence de symptômes, elle implique la capacité à aimer, à travailler, à coopérer, à contribuer. À propos effectivement de la fin de l'analyse, Freud disait, me semble-t-il, que l'analyse s'arrête lorsque le sujet peut aimer et travailler. Adler les reprendrait volontiers, puisqu'effectivement c'est la réponse de tâches essentielles de l'existence, mais il ajouterait effectivement être libre et responsable. Ainsi, Adler apparaît non seulement comme un théoricien de la personnalité, mais aussi comme un penseur du lien social, de l'éducation et du sens de la vie. Peut-être pour terminer cette présentation, on peut dire qu'Adler nous invite à déplacer notre regard. Au lieu de demander seulement ce qui a blessé un individu dans son passé, il nous demande de comprendre vers quoi il tend, ce qu'il cherche à éviter et comment il pourrait transformer sa recherche de supériorité en contribution utile à la communauté. C'est cette articulation entre clinique, pédagogie et éthique qui fait de la psychologie individuelle, de la psychanalyse adlérienne aujourd'hui, une pensée encore profondément actuelle. Voilà ce que je souhaitais effectivement vous présenter pour tenter peut-être de répondre à la question initiale, pourquoi donc intégrer cette pensée humaniste dans nos pratiques professionnelles. Et naturellement, après vous avoir présenté ces quelques lignes, nous ne pouvons que vous inviter, si vous êtes naturellement donc intéressé, à nous rejoindre et à vous inscrire pour un séminaire d'approfondissement et d'initiation dont je crois le prochain se tiendra donc fin septembre 2026.